Je ne sais pas, mais ça m'émeut. Les agressions antisémites d'Amsterdam dans la nuit de jeudi à vendredi en inquiètent plusieurs. Mathieu Bocoté, à l'horizon du match France-Israël dans quelques jours. Emmanuel Macron a annoncé qu'il s'y présenterait pour rappeler que la France est chez elle, partout chez elle, mais les autorités israéliennes découragent les partisans israéliens de s'y présenter. Question, la France est-elle encore un pays sûr pour les Juifs en Europe? Ce qui est une question qui aurait semblé il y a quelques années absurde. Le simple fait de se poser cette question devrait en dire beaucoup sur l'effondrement moral, l'effondrement civilisationnel, comme dirait l'autre, de notre continent, de notre civilisation. Mais, donc, deux raisons pour venir. La première, donnée par Emmanuel Macron, et elle n'est pas fausse, soutien à l'équipe de France. Très bien. Mais surtout, dans les circonstances, message de solidarité suite aux agressions antisémites d'Amsterdam, que je n'hésiterai pas de mon côté à qualifier de pogrom. Le fait qu'un pogrom n'aboutisse pas ne veut pas dire qu'il ne soit pas complet, achevé, qu'il n'aboutisse pas à la mort des gens qui sont ciblés, ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intention de pogrom à travers cela. Donc, Emmanuel Macron vient pour dire, marquer sa solidarité avec ceux qui ont été victimes d'une chasse aux Juifs il y a de ça quelques jours aux Pays-Bas. Alors, je note, soit dit en passant, que beaucoup de personnes hésitent encore à utiliser le terme pogrom. On se considère que c'est presque une provocation que de l'utiliser. Étrange environnement où nommer la réalité d'un crime consiste à accentuer le crime. Comme si pour éviter que ça ne se reproduise, mieux vaudrait dire tout doucement, chuchoter, ne pas dire ce qui s'était passé. Et ce qu'on voit par ailleurs depuis vendredi, depuis samedi, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, c'est à quel point ce pogrom, cette tentative, ce lynchage était organisé. On n'est pas devant 4 têtes brûlées qui se sont mises soudainement à attaquer des Juifs parce qu'ils les ont croisés dans la rue. On est devant une entreprise qui était structurée, qui implique, à ce qu'on en comprend jusqu'à présent, des chauffeurs de VTC, qui implique, à ce qu'on en comprend jusqu'à présent, des groupes communautaires qui décident de structurer cette chasse aux Juifs. Donc, ayons cela à l'esprit. Je note, soit dit en passant, qu'on a vu les images. Les images sont à ce point frappantes que le premier réflexe consisterait à dire c'est atroce. Mais tout de suite, il y a deux méthodes de relativisation pour nous expliquer que cette chasse aux Juifs n'est pas si grave que ça finalement. Première méthode, l'argument du hooliganisme. Il y a toujours eu des violences dans le foot, toujours eu des violences dans le sport. Circuler, il n'y a rien à voir. Cette fois-là, on a tapé des Juifs, mais on aurait pu taper des Polonais ou des Néerlandais ou des Finnois. Ce n'est pas très grave. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est l'argument relativiste 1. L'argument relativiste 2, c'est l'inversion de la responsabilité. Et on l'a vu quand cette députée LFI ce week-end a eu ce génie mauvais interprétatif consistant à dire que si les partisans d'Israël ont été lynchés dans ce match, ce n'est pas parce qu'ils sont juifs. Ils ont été lynchés parce qu'ils sont racistes et soutiennent une politique génocidaire. Alors ça, c'est pas mal. Ça consiste à dire donc que si je jette sur quelqu'un l'accusation de racisme et de complicité de régime génocidaire, j'ai donc droit de le taper, j'ai donc droit de le massacrer, j'ai donc droit de le frapper, j'ai donc droit de chercher à le noyer. Il suffit que l'accusation soit suffisamment forte pour que la justice populaire soit autorisée. C'est quand même absolument tordu. Alors, chose de plus dans cette description des événements, le déni de l'islamisme. Le déni de l'islamisme, ça m'a frappé de voir. Donc, on était bien obligé de noter que c'était de l'antisémitisme. Une chasse aux Juifs, taper sur des Juifs, persécuter les Juifs en tant que Juifs. Il y a un moment donné où il faut bien reconnaître, sauf pour les gens, certaines personnes de la France insoumise, qu'on est devant l'antisémitisme. Mais de quel antisémitisme s'agit-il? Peut-on le caractériser? Ou s'agit-il d'un antisémitisme tombé du ciel, sans caractéristiques, sans marqueurs? Je note, et ça m'a frappé ce week-end, dimanche, au grand rendez-vous, on a reconnu reçu, dis-je, le ministre Nicolas d'Aragon, qui est un homme qui n'est pas sans qualité, mais qui, quand vient le temps de parler de l'antisémitisme, je lui pose la question, mais est-ce qu'on peut parler d'antisémitisme islamiste? Et j'insiste une fois, deux fois, trois fois, et il refuse. Il refuse parce que, selon lui, il faut distinguer les deux phénomènes. Je ne suis pas certain que si on était devant un antisémitisme de gens qui ont le crâne rasé, si on était devant un antisémitisme de nazillons, si on était devant un antisémitisme qu'on peut marquer d'une manière ou de l'autre, je ne suis pas certain qu'il aurait eu autant de réserve, autant de prévenance au moment de le qualifier. Mais
antisémitisme islamiste, ça semblait le déranger, comme si ce terme, aujourd'hui, nous devons avoir une certaine réserve en l'utilisant. Il allait encore plus loin, et c'est pour ça que je me permets de revenir sur son cas, tout en disant que c'est un homme qui n'est pas sans qualité. C'est lui qui a dit récemment « les étrangers criminels dehors, les étrangers violeurs dehors, les étrangers islamistes dehors ». Donc, on comprend qu'il veut incarner la fermeté. Mais sur le mot islamisme, soudainement, il avait une pudeur étonnante. Je note parce qu'il parlait de la situation de l'antisémitisme en France, et il dit... Oui, l'antisémitisme en France, on le voit, il est instrumentalisé par LFI, dit-il, mais il est présent dans les quartiers les plus populaires. Moi, je trouve que c'est une manière très étonnante d'utiliser ce terme. Le mot populaire sert aujourd'hui à désigner les quartiers où le peuple historique français est désormais absent. Le mot populaire sert à désigner le contraire du peuple historique français. Plus un quartier est populaire, moins vous allez y retrouver l'identité française. Il y a quelque chose dans ce vocabulaire qui me semble quelque peu agaçant. De même, il parlait de communautarisme, ce à quoi je réponds, mais communautarisme de qui? Le communautarisme, il y a un communautarisme japonais, probablement. Il doit y avoir un communautarisme norvégien, un communautarisme malgache, pourquoi pas. Y a-t-il un autre communautarisme qui s'est manifesté? Est-ce que l'antisémitisme trouve un écho favorable dans toutes ces communautés ou davantage dans certaines communautés? Et là, c'est la loi des reins de la démographie qui parle, et je le dirais, plus un quartier s'islamise. Pas à des musulmans, mais s'islamisent, c'est-à-dire des musulmans frappés par l'islamisme, qui ont été colonisés idéologiquement par l'islamisme. Plus un quartier s'islamise et plus il s'antisémitise, si vous me permettez cette formule, ce qui nous conduit à ce qui se passera en France dans quelques jours, ce match France-Israël qui suscite de grandes inquiétudes. Alors certains se sont demandé à Mathieu Bock-Côté s'il fallait délocaliser le match. Cette question en supposait une autre. La France peut-elle encore assurer la sécurité des Juifs sur son territoire? Alors, je vais citer notre collègue Golnadel, qui dit ces deux questions qui n'en font qu'une. Est-ce qu'on peut encore assurer la sécurité des Juifs en France? Mais est-ce qu'on peut encore assurer la sécurité des Français au sens large en France? Donc, pas seulement des Juifs français, mais des Français au sens large. Et la réponse dans les deux cas, on le sait, c'est plutôt non. Alors, Bruno Retailleau a dit « on ne capitulera pas. Ce match se tiendra. Nous ne pouvons pas considérer qu'en certains lieux, la France n'est plus chez elle. » C'est le sens, je le redis, de la présence d'Emmanuel Macron à ce match. Mais pour rendre possible ce match au Stade de France, on déploie un arsenal, on déploie des moyens qui sont quasiment militaires, des processus de sécurité exceptionnels. Je vais les décrire mais je vais dire une chose. Je vais décrire des processus de sécurité. On va voir que l'État prend au sérieux la sécurité de ce match. Mais j'aimerais simplement qu'on garde à l'esprit à quel point c'est absurde tout ce que je vais décrire. Pour être capable de tenir un match sportif en France, on est obligé de sortir presque une armée pour assurer la protection d'un lieu en France. Mais je reviens sur ça dans un instant. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un double, c'est le Parisien qui nous raconte ça, un double contrôle à l'entrée du stade, un périmètre de sécurité autour du stade antiterroriste, 4000 personnes sur le dispositif, 1600 agents de sécurité également engagés par la Fédération française de football. En moyenne, c'est de 1200 à 1300 pour les matchs normalement. Ah, c'est bon, premièrement. Deuxièmement, capacité du Stade de France, 80 000 personnes. Spectateurs attendus, cette fois, 20 000. On divise par 4. On divise par 4, pourquoi? Parce que dans les faits, on a peur que s'il y a trop de gens, eh bien, dans ce trop de gens, il y ait trop de gens avec certaines idées, certains affects, qui fasse en sorte que le tout déborde et non seulement ça ne soit plus sécuritaire, mais ça vire à la foire, pour ne pas dire davantage. On ajoute qu'il n'y aura pas de drapeau palestinien. Donc là, on va dire seulement français ou israélien, je devine, mais pas palestinien. Donc on comprend déjà de quelle inquiétude il s'agit. On n'a pas dit pas de drapeau norvégien, on n'a pas dit pas de drapeau islandais, on n'a pas dit pas de drapeau des îles Féroé, pourquoi pas. Mais on dit pas de drapeau palestinien. Donc là, ça nous dit quelque chose de plus. J'ajoute, ce n'est pas un détail. Les sacs à dos seront interdits. Et pas de bouteilles et pas de gourdes. Donc là, on commence à se dire que tenir un match dans de telles circonstances, c'est tenir un match dans un esprit d'occupation, presque un esprit où le match se tient dans une citadelle assiégée dans un territoire étranger. C'est presque l'état d'esprit qui nous est présenté. Et on nous dit, c'est l'enseignement d'Amsterdam pour assurer la sécurité des joueurs, des spectateurs, des femmes. Il faut mobiliser tout cet arsenal, sans quoi cela nous échappera. Alors, j'aimerais simplement qu'on se dise, qu'on se pose la question, sans esprit de provocation,
La sécurité, normalement, dans un pays, elle est générée par la qualité des mœurs en ce pays. C'est-à-dire qu'on se fait confiance mutuellement. Ensuite, on sait qu'il y a dans toute société, il y a des pommes pourries. Donc là, il y a des éléments un peu bizarres. On a besoin de gardiens de sécurité, de policiers, de gendarmes pour être capable de contenir la part de criminalité irrépressible à toute société. Mais là, c'est pas du tout de ça dont on parle. Et plus on s'enorgueillit de la qualité des moyens engagés dans nos processus de sécurité. Et soit dit en passant, ça coûte un bras et même l'autre. Hein? Ça coûte très, très cher, tout ça. La diversité est une richesse de ce point de vue. Ça coûte très, très cher. Eh bien, est-ce qu'on se rend compte de tout ce que ça veut dire, cette protection militaire nécessaire pour assurer un match en France? Est-ce qu'on voit à quel point ça veut dire qu'on évolue psychologiquement dans un territoire où nous sommes déjà conquis, en quelque sorte? Je me permets de donner un autre exemple qui touche à l'actualité. On ne parle pas de sport ici, mais vous allez voir le lien. C'était la semaine dernière, on apprenait que dans le quartier Rosa Parks, à Paris, quelle étrange idée de faire un quartier Rosa Parks à Paris. Aux États-Unis, je comprendrais, une femme admirable, mais la France n'a-t-elle pas sa propre histoire? Enfin, fin de la parenthèse. On nous dit que plusieurs entreprises qui sont installées là, donc frontières de la Seine-Saint-Denis et du 19e arrondissement de Paris, entre les transports en commun et les différentes boîtes où travaillent les travailleurs, les salariés, eh on a créé des systèmes de sécurité, de transport, de navettes pour assurer la sécurité des employés. Donc, vous quittez le métro, ou je ne sais quel, le RR, ou le transport, vous arrivez au travail et on a besoin de vous sécuriser sur 750 mètres parce que sinon, il y a trop de consommateurs de crack dans ce cas-là qui pourraient vous attaquer. Donc, vous vous promenez sur votre territoire, votre lieu de travail et on est obligé d'embaucher des forces de sécurité immenses pour vous assurer de ne pas vous faire trucider ou massacrer. À la rigueur, on aurait pu investir ces moyens-là à la frontière. Ça nous aurait évité de les mettre dans le 19e arrondissement. Mais quoi qu'il en soit, ayons cela à l'esprit. Et là, on se dit, j'y reviens, il faut défendre donc le Stade de France. En tout cet équipement-là, c'est quand même sérieux. Tous ces hommes, tous ces moyens, défendre le Stade de France. Il faut le protéger. Je suis d'accord, mais contre qui? C'est-à-dire, si on est en France, il faut mobiliser tout ça, contre qui doit-on le défendre? Est-ce qu'on peut caractériser l'inquiétude? Et moi, je pense qu'on a la réponse. Elle nous a déjà été donnée autrefois par le ministre de l'Intérieur. Kevin et Matteo? Non, les supporters britanniques. Je suis persuadé que c'est d'eux dont on s'inquiète. Je reprends les mots ici d'un ancien ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas moi qui les prends. Vous semblez dire du Stade de France qu'il est assiégé? Vous n'allez pas un peu loin, peut-être? Je pense que c'est un peu le cas, mais en fait, j'irai même plus loin. C'est-à-dire, c'est comme si le match se déroulait en territoire sinon palestinien, ou à tout le moins un territoire pro-palestinien. Un territoire où le fait d'être pro-palestinien est plus important que tout ce qui caractérisera sinon ce territoire. Donc l'identité pro-palestinienne. Et on comprend pro-palestinienne version agressive. Version agressive, c'est-à-dire s'il y a des Juifs, ils peuvent y passer. Leur sécurité sera menacée. Mais ça, cet environnement-là, on parle véritablement, on a souvent... je me rappelle, en 2021, on se demandait de manière polémique. Évidemment, certains se demandaient de manière polémique, est-ce que la Seine-Saint-Denis est encore en France? Est-ce que le Stade de France est encore en France? Plusieurs réponses se faisaient entendre. Certains osaient dire que ce n'était pas le cas. Alors, on y revient. Quand un territoire change de population, il change d'identité. Et là, j'entends les rassureurs nous dire... C'est lié à Gaza, tout ça. Avant Gaza, pas de souci. Avant Gaza, il n'y avait pas de problème. Arrêtez de penser qu'il y a des problèmes fondamentaux en France de communautarisme, de tension, d'islamisme. 2001, match France-Algérie. On se souvient, l'hymne national sifflé. Probablement pas par les supporters français, si je peux me permettre. L'hymne national sifflé dans les circonstances. Le terrain est occupé. On s'en souvient, le match ne peut pas se terminer. Donc tout cela, à l'époque, je crois qu'on appelait ça... C'était 3 ans après la grande fraternité Black-Blanc-Beurre. On s'en souvient, la propagande se fait souvent démentir par le réel. C'est fascinant. Donc c'était des tensions intercommunautaires. Je crois que c'est le vocabulaire des sociologues. Dans les faits, on devrait plutôt parler d'un choc des civilisations au quotidien. Qui, dans les faits, dans ces circonstances-là, les Juifs sont transformés en communauté tampon. Et je dirais que l'islamisme en Europe, pas seulement en France, l'islamisme en Europe est peut-être en train de réussir l'exploit que voulaient faire les nazis, c'est-à-dire réussir à avoir un territoire judenfrei, sans Juifs. Un territoire sans Juifs, c'est l'objectif des islamistes. Ben, j'ai quelquefois l'impression que morceau par morceau de territoire, ils y parviennent en Europe. Merci beaucoup pour votre